Bienvenue à tous. Une étape importante dans la transition tchadienne a été lancée dimanche à Doha en vue d'un accord de paix avec les mouvements armés. Le pré-dialogue entre le gouvernement tchadien et les groupes politico-militaires a débuté dans la capitale qatari avant les discussions inclusives prévues au mois de mai. Cependant, la question de la représentativité s'est aussitôt posée avec la présence d'une cinquantaine de groupes. Avant cela, le gouvernement a remplacé le comité dirigé par l'ancien président Goukouni Wedeï, chargé de mener ces discussions, par un autre piloté par le chef de la diplomatie tchadienne, Cherif Mahamat Zen. La transition mise en place après la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno boucle bientôt sa première année. Sa durée reste inconnue, d'où l'importance de ce pré-dialogue de Doha et des consultations nationales prévues dans 2 mois. Avec nos invités, nous ferons le point sur ces discussions et sur la transition au Tchad. La quête de stabilité politique se poursuit au Tchad après la mort du maréchal Idriss Déby Itno au front le 20 mars 2021. La junte militaire au pouvoir dirigée par l'un de ses fils, le général d'armée Mohamed Idriss Déby, peine à organiser le dialogue national inclusif pouvant jeter les bases de la refondation du Tchad. Reporté à plusieurs reprises pour des questions d'organisation, le dialogue préliminaire avec les groupes rebelles se déroule à Doha, au Qatar. Les conclusions de cette rencontre seront déterminantes pour les assises nationales prévues le 10 mai, sauf coup de théâtre. Réaction de quelques citoyens tchadiens dans ce reportage d'André Kolmajingar, le correspondant de VOA Afrique à N'Djamena. L'avenir du Tchad se joue en ce moment à Doha au Qatar entre les autorités de transition et les différents groupes rebelles, estiment quelques citoyens rencontrés à N'Djamena. Nous ne voulons plus de la guerre, que tout ce monde-là se réunisse pour enterrer la hache de guerre eux-mêmes d'abord avant de venir nous trouver dans la vraie dialogue. Parce qu'on a beaucoup souffert. Nous autres, nous sommes nés après l'indépendance, mais nous avons vieilli dans la guerre carrément. On n'a jamais connu la paix, donc si ce dialogue peut nous apporter la paix, Dieu merci. Moi j'ai certainement peur puisque je vois qu'un conflit se prépare après ce dialogue. Je ne vois pas qu'il y ait une solution. Même entre eux, ils ne vont pas s'entendre. Ils disent que c'est la réconciliation et la paix, mais c'est juste des paroles, mais pas en acte. Ils ne vont jamais se pardonner, ces politico-militaires. 3 ans seulement après son indépendance en 1960, le Tchad n'a cessé de connaître des soubresauts, des guerres civiles et l'instabilité politique font remarquer les responsables des organisations de la société civile. Ces derniers saluent l'initiative des autorités de transition qui cherchent à recoller le morceau pour refonder le Tchad à travers le dialogue national inclusif. Mon souhait ardent est qu'il y ait un bon facilitateur et un bon médiateur entre les 2 groupes, c'est-à-dire le groupe des politico-militaires et le gouvernement en place. Il faudrait que les gens fassent de bonnes concessions qui tiennent. Il faut des concessions, je dis bien des concessions. Le gouvernement doit aussi reculer un peu, les rebelles aussi reculer un peu et voir le Tchad. Il y a des slogans, le Tchad que nous voulons et autres, tout ça. Mais pour moi, ça c'est un slogan fallacieux. Est-ce qu'on peut traduire un jour ce slogan-là dans la réalité? Pour d'autres observateurs, l'avenir politique du Tchad est incertain puisque les autorités de transition se croient déjà sur un terrain conquis. Si on essaie de suivre le président du Conseil militaire de transition, c'est un seul acteur seulement qui a disparu. Tout le système est resté de marbre. Parce que, vous voyez, rien que hier, en allant à Sarr, vous voyez, on sort avec des banderoles et tout. Est-ce que le Conseil militaire de transition est un parti politique pour qu'on l'accueille de cette manière? Il a fait des promesses de construire des voies bitumées, la voirie urbaine, un dépôt de gaz, un lycée scientifique. Moi, je pense que ce sont des promesses d'un président démocratiquement élu. Lui, il est de la transition. La transition doit juste courir les 18 mois et au terme des 18 mois, organiser des élections libres et crédibles, au terme desquelles le président démocratiquement élu doit
prendre place et c'est à lui de faire des projets, des promesses dans ce sens. Mais déjà, quand on ressent qu'il ne va pas bouger. A noter que la date du dialogue national inclusif est prévue pour le 10 mai prochain à N'Djamena, la capitale tchadienne. Mais tout dépendra des conclusions du dialogue préliminaire avec les groupes rebelles qui se déroulent en ce moment à Doha au Qatar. André Kordomadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena. Voilà, merci beaucoup André. Et à présent, nos invités pour ce débat. À N'Djamena, nous avons Makaila Ngebla, vous êtes conseiller chargé de mission du président du CMT, Mahamat Déby. À Québec, nous avons Benjamin Milati Mobé, membre de la diaspora tchadienne au Canada. Et ici à Washington, Valérie Nadjibé, directeur du programme Afrique centrale au National Endowment for Democracy. Je démarre avec vous, Makaila. Les pourparlers de Doha entre le gouvernement et les groupes politico-militaires piétinent un peu et butent sur par exemple, la question du choix des délégués. Pourquoi avoir convié une cinquantaine de groupes à ces discussions? Merci aussi à vos invités, merci à vous d'accepter d'organiser un débat sur la transition tchadienne ou bien sur le pré-dialogue qui se tient actuellement à Doha. Effectivement, nous avons convié 52 groupes armés. C'est dans l'esprit de l'inclusivité et dans l'esprit du consensus prôné par les autorités de la transition, mais également par le vœu de la communauté internationale qui souhaite aider le Tchad à sortir de cette impasse, de cette crise qui a trop duré. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, si on bute à des difficultés, c'est parce qu'on s'attendait également à ces divergences de points de vue et il faut d'ores et déjà s'attendre à cela. Et aujourd'hui, on estime que les points de vue se rapprochent depuis les 13 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on se réjouit effectivement des avancées des travaux. Alors, Benjamin, vous avez, en tout cas, vous suivez avec intérêt ce pré-dialogue à Doha, qui est en prélude aux consultations nationales prévues à partir du 10 mai et qui pourrait aboutir, selon certains, à une nouvelle charte constitutionnelle. Pensez-vous qu'il était d'abord important de discuter avec ces groupes armés avant de démarrer le dialogue national? Oui, bonjour Abdou et bonjour à tous les membres du panel. Félicitations pour votre émission. Discuter, oui, discuter avec, on n'est pas contre la vertu, il faut bien qu'on discute avec les mouvements armés, sauf qu'il faut questionner la pertinence du format. Est-il nécessaire d'amener 300 personnes, 52 mouvements politiques pour discuter? Et je pense que c'est là que se trouve le problème. Et vous voyez, le blocage vient justement de vouloir mettre 52 mouvements armés dont on peut légitimement questionner vraiment leur légitimité. Alors, vous amenez 52 personnes, voilà le problème commence. Moi, je dirais que oui, il faut dialoguer, mais pas sur ce format. Et c'est inutilement coûteux pour rien pour les contribuables. C'est inutilement coûteux, voyez-vous. On n'a pas besoin de tout cela pour décider. Il y a deux problèmes, à moins que je me trompe, mais l'objectif de ce pré-dialogue, c'était d'abord de s'assurer de la sécurité des politicos qui vont être au dialogue. Et puis d'avoir un garant. Est-ce qu'on a besoin pour tout cela, mobiliser tous ces beaux mondes pour aller discuter de ces deux questions? Peut-être que certains de ces groupes pourraient se sentir exclus. Ce n'est pas un risque aussi? Surtout quand ils viennent dans les valises, à ce que nous avons compris, des valises des autorités de N'Djamena, il faut bien se questionner s'ils ont des questions. Ils sont déjà dans le système, à ce que je sache. En tout cas, oui, il faut dialoguer, mais ce format nous semble absolument inutile. Voilà. Alors, Valérie, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FAT, le groupe le plus important auquel on attribue d'ailleurs la mort de l'ancien président Déby, se montre un peu méfiant. Ce processus peut-il aboutir sans le FAT? Ben merci tout le monde. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui explique la méfiance du FAT, il faut noter, la plus puissante des 44 groupes rebelles invités à ce pourparler de Doha. D'abord, comme condition pour parler de Doha, les rebelles tchadiens ont appelé à une amnistie générale, à la libération des prisonniers de guerre, je crois aussi à la restitution des avis confisqués, mais je pense que la junte au pouvoir
a octroyé cette grâce du gouvernement militaire à certains groupes, mais a exclu le FACT. Deuxième chose aussi, je pense que vous l'avez mentionné au début, à 4 jours seulement de l'ouverture du pré-dialogue, M. Mahamat Idriss Déby, le président actuel du CMT, a remplacé le comité chargé de la médiation qui est dirigé par Goukouni Weddey, l'ancien président du Tchad, qui est d'ailleurs très respecté, il faut le dire, par une délégation dirigée par le ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a toute une série ou combinaison d'événements qui ont logiquement amené le FACT à cette méfiance. Et d'ailleurs, on a vu que la crédibilité et la sincérité de ces pourparlers ont été déjà mis à cause parce que ça a été retardé de 48 heures. Alors, vous estimez que Goukouni Weddey était peut-être le profil idéal pour mener ces discussions? Oui, je pense que pour ce qui est du Tchad et du contexte actuel, je pense que l'ancien président Goukouni Weddey était quelqu'un bien nommé et bien respecté pour diriger ce dialogue, pré-dialogue-là. Alors, Makaila, déjà, effectivement, l'ancien président Goukouni Weddey a été remplacé à la tête de ce comité chargé des discussions quelques jours avant son lancement. Pourquoi ce changement de dernière minute? Alors, nous estimons qu'une mission a été confiée par la hiérarchie, par les autorités de la transition à M. Goukouni Weddey, un homme charismatique, qui a un long parcours de lutte armée pour avoir vraiment dirigé le Tchad de 80 à 82 et que nous avons estimé qu'il avait également participé activement à la conférence nationale de 93 et qui pouvait, je dirais, ramener les uns et les autres à la table de négociation. Sa mission était terminée. Ce n'est pas effectivement un remplacement, sauf qu'il se pourrait qu'on est en train de vouloir remobiliser M. Goukouni Weddey à d'autres fonctions plus importantes, ce qui a amené peut-être ce changement, ce remplacement. Donc ça ne peut pas être... toujours dans le cadre du dialogue avec les groupes armés ou peut-être ailleurs? Si vous avez... Peut-être ailleurs, certainement, peut-être ailleurs. Un autre agenda pourrait lui être destiné et qui pourra peut-être relever ces défis. Donc, lui-même, il a exprimé qu'il n'a pas de regrets parce qu'il a essayé d'apporter sa contribution dans ce processus de réconciliation nationale avec les politiques militaires. Donc, je pense que ça ne peut pas être interprété comme un élément décisif par le FACT, qui a effectivement qui s'est senti un peu lésé, mais aujourd'hui nous avons la certitude que M. Goukouni Weddey a accompli quand même une des missions la plus importante, celle de pouvoir ramener à la table de discussion au pré-dialogue beaucoup d'acteurs du mouvement politico-militaire et qui sont aujourd'hui présents à Doha et qui expriment effectivement leur volonté réelle de participer à ces processus de dialogue politique inclusif et puis jusqu'au dialogue politique inclusif prévu les 10-20 prochains. Donc nous estimons que le remplacement de Goukouni Weddey peut-être pour des raisons stratégiques, mais ça ne peut pas être quand même un élément de frustration. Et vous, Benjamin, comment est-ce que vous interprétez la reprise en main de ce pré-dialogue par le ministre des Affaires étrangères? Oui, là, il y a deux choses à voir à mon point de vue. C'est qu'il y a certainement un désaccord entre Goukouni et le pouvoir en place. Parce que si le pouvoir peut obtenir des résultats en passant par Goukouni, il l'aurait fait. Il y a certainement un désaccord. Bon, là, on n'est pas dans le soulier des uns et des autres, on ne peut que spéculer. Mais ça, c'est le premier élément qu'il faut noter. Le second, c'est que la reprise en main, et le terme est bien utilisé, c'est que le gouvernement a déjà les yeux rivés sur le dialogue du mois de mai. Or, toute solution qui sortira de ce dialogue avec les prêts va impacter nécessairement les conclusions et les travaux du dialogue au mois de mai. Alors, le gouvernement veut s'assurer, par cette prise en main, d'abord du format du dialogue, de sa composition et même des conclusions qui vont sortir de là. Et donc, pour ça, il faut vraiment quelqu'un du gouvernement qui soit prêt à faire ce travail-là. Donc, vous voyez, c'est d'abord pour cette raison, me semble-t-il, qu'on a remplacé Goukouni par le ministre. Donc, voilà, c'est comme ça que j'analyse les choses. Le gouvernement veut s'assurer qu'il ait une majorité mécanique quand viendra le temps de discuter au niveau des assises et du dialogue. Alors, Valérie, avant peut-être les commentaires Facebook, on va parler un peu du rôle du Qatar. Comment expliquez-vous le choix du
Qatar comme médiateur. Peut-être quels sont les autres acteurs qui pourraient ou devraient s'impliquer pour un accord de paix avec ces groupes armés? Merci. Je pense que pour le Tchad, les Nations Unies et l'Union africaine, par exemple, pourraient obtenir un mandat pour engager une médiation entre la junte au pouvoir et les rebelles. Mais le problème qui est là, c'est que les rebelles n'accepteront pas que l'Union africaine soit le médiateur ou la médiatrice parce que le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, est un Tchadien et très proche de la famille des Déby. Alors le choix du Qatar, il est resté simple parce que aussi il faut se rappeler, le Qatar a été impliqué dans plusieurs médiations des conflits au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. En Afrique, on se souvient que c'est le Qatar qui a négocié l'accord de paix entre le Soudan et l'Érythrée en 1999. Aussi, en 2000, le Qatar a joué le même rôle entre les différentes fractions somaliennes dans le conflit là-bas. Mais c'est aussi le Qatar, il faut se rappeler, qui a entamé les pourparlers entre le gouvernement soudanais et les rebelles de Darfour. Nous pouvons aussi souligner que le Qatar a l'expérience parce que c'est aussi le Qatar qui a... l'année dernière, a arbitré la crise politique qui a suivi le report des élections en Somalie. Et puis aussi, dernièrement, on a vu que le conflit maritime entre la Somalie et le Kenya a été négocié par le Qatar. Donc le Qatar, naturellement, a d'expérience dans la médiation en Afrique. Il faut peut-être juste ajouter que le FACT a tout de même demandé au président sénégalais Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, de s'impliquer dans ces discussions. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore N'Djamena écrit « Les pourparlers à Doha devraient se faire avec sincérité et honnêteté dans l'espérance de la fondation d'un État de justice et d'égalité afin que le Tchad renaisse après des périodes d'injustice et d'inégalité. Sinon, on ira de mal en pis et ces pourparlers ne changeront rien du tout. » Avinego Silva Pacha à Ngaoundéré au Cameroun nous dit dialogue ou pas, la Constitution est juste un mot employé pour calmer les curieux puisque le pouvoir est héréditaire. Et puis Hassan Oumar Boulalé à Djibouti nous dit que le dialogue est le chemin du vivre ensemble et sa finalité est toujours positive. Mais les Africains doivent se parler et privilégier l'intérêt des populations démunies et de leur pays en ruine. Voilà, merci beaucoup. Restez fidèles à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités. N'Djamena Makaila Ngebla, conseiller chargé de mission du président du CMT, Mahamat Déby. À Québec, Benjamin Mileti Mobé, membre de la diaspora tchadienne au Canada, et ici à Washington, Valérie Nadjibé, directeur du programme Afrique centrale au National Endowment for Democracy. Makaila, à Doha, ce sont les groupes armés qui sont conviés
Mais où en sont les discussions avec les partis politiques et la société civile? Je pense par exemple au Wakitama en vue d'un dialogue inclusif prévu au mois de mai. Justement, les négociations à l'interne évoluent, parce que vous savez très bien, Wakitama a été reçu il y a quelques semaines par son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, qui les a reçus, qui a reçu la délégation avec laquelle ils ont discuté largement sur comment les acteurs de Wakitama ou bien les responsables de Wakitama envisagent effectivement d'apporter leur contribution dans cette transition. Aujourd'hui, les dialogues ont également été renoués depuis hier entre les autorités de la transition et les responsables de Wakitama. J'ai une certitude que les choses vont évoluer, ce qui explique également, de part et d'autre, il y a une volonté manifeste exprimée, que ce soit par les responsables de Wakitama ou bien porte-parole, et de même que du côté gouvernemental, les gens sont motivés effectivement de rapprocher les points de vue et d'amener effectivement la transition à son terme, et que les dialogues nationaux inclusifs qui se pointent à l'horizon puissent être quand même la volonté réelle du peuple tchadien, c'est-à-dire qui aspire à la démocratie, à la construction d'un état de droit, mais également à la tenue des élections libres et transparentes. Alors, à ce stade, il n'y a aucune raison de douter de la tenue du dialogue national à partir du 10 mai, c'est ça? Tout à fait, il y a une certitude. Donc maintenant, je pense que Wakitama est en train d'après un échange que j'ai eu tout à l'heure avec un responsable de Wakitama, que je souhaite taire les noms, c'est qu'ils expriment de plus en plus leur volonté, effectivement, de contribuer à participer pleinement à ces processus. Donc j'espère que les choses vont évoluer très rapidement et qu'après le pré-dialogue de Doha, qu'il y ait une convergence de points de vue entre tous les acteurs de la vie politique tchadienne, afin que ces dialogues se tiennent effectivement dans la sincérité et l'inclusivité. Alors, Benjamin, quelle garantie attendez-vous des autorités de transition en vue de ces consultations prévues au mois de mai? Oui, la bonne réussite dépendra beaucoup de l'engagement du gouvernement. Il pourrait décider, me semble-t-il, parce que dans une composition équilibrée des participants, la souveraineté des décisions qui seront prises est très importante au niveau de ces dialogues-là. Il faudrait qu'on laisse les gens, en toute souveraineté, décider des choses. Tout ce qu'on veut que les Tchadiens veulent. Ça, c'est un acte premier et fort que le gouvernement doit mettre sur la table pour rassurer tout le monde. Pour que cette rencontre ne soit pas juste une messe où les gens se rencontrent et ensuite ils s'en vont. Et la diaspora dans tout cela? La diaspora, nous avons travaillé, nous avons demandé une large participation. Nous avons même fait des travaux de pré-dialogue, nous avons envoyé. Mais hélas, je dois vous dire que la façon dont on copte les gens pour participer à ces dialogues en dit long sur la suite de ce que nous attendons. Mais ce n'est pas tout. Ces dialogues, pour qu'ils réussissent, il faut que le chef de l'État décide de nous dire est-ce que l'exécutif actuel fera partie des élections prochaines? Est-ce que les décisions qui vont être prises au niveau de ces dialogues seront exécutoires et qu'il n'y aura pas de choses qui vont les empêcher de se mettre en place? Voyez-vous, autant de questions qui restent à préciser. Et en partant, il y a des partis politiques qui luttent pour ça, pour que les choses soient claires dès le départ. On ne peut pas être juge et parti. Ça, c'est là la grande interrogation. Alors, garantie s'il y a que la souveraineté de ces assises soit proclamée clairement dans un acte officiel, et ensuite qu'on nous dise est-ce qu'il doit y avoir des juges et partis, et ensuite, si les décisions sont prises souverainement, faut-il les laisser librement le temps aux gens de les appliquer ou ils vont venir les empêcher de le faire? Voyez-vous? Donc, voici un peu les garanties que nous attendons. Mais je dois dire, je suis pessimiste, parce que si la composition n'est pas équilibrée, évidemment, les gens qui vont être là vont décider dans le sens que le pouvoir décide. Et les signes qu'on nous envoie, je ne crois pas que le pouvoir actuel est prêt à céder le fauteuil après la transition. Ça, les actes nous le confirment chaque jour. Voyez-vous? Alors, Valérie, le conseil militaire de transition avait promis une transition de 18 mois renouvelable. Alors, si cela permet d'aller vers des élections crédibles et la remise du pouvoir à un gouvernement élu, cela vous paraît-il acceptable d'aller au-delà des 18 mois? Je pense que nous sommes en train d'évoluer petit à petit dans la direction du report du dialogue national prévu en mai, mais aussi éventuellement des élections législatives et présidentielles.
D'ailleurs, au pré-dialogue à Doha, nous avons déjà entendu des diplomates qui disent que les pourparlers pourraient durer plusieurs semaines. Et nous sommes déjà en mi-mai, donc plusieurs semaines ne sont presque déjà en mai. Je pense qu'il est important de respecter les 18 mois pour la période de la transition politique au Tchad. Mais je pense aussi que pour les Tchadiens, un peuple asphyxié, il faut le dire, asphyxié par le régime des Déby depuis 30 ans, l'important pour eux, ce n'est pas 18 mois, ce n'est pas 20 mois, ce n'est pas 22 mois. Mais pour eux, je pense que c'est, même si c'est 24 mois, ils veulent la transition. Ils veulent que la transition politique aboutisse aux élections crédibles, libres, mais aussi transparentes. Donc, pour la majorité des Tchadiens, moi j'étais là au Tchad en janvier, j'ai entendu des Tchadiens qui ont commencé à rêver du nouveau Tchad. Mais ce qu'ils disent, c'est que ce nouveau Tchad doit être dirigé par un président qui est élu démocratiquement par la majorité des Tchadiens. Alors, Makaela, rapidement, cette question liée au rôle du Tchad, qui est considéré comme un maillon essentiel dans le maintien de la stabilité régionale, est-ce que vous pensez que cela risque de placer le processus politique interne au second degré aux yeux des partenaires étrangers? Justement, les partenaires étrangers ont les mêmes préoccupations concernant la question sécuritaire, l'agenda sécuritaire et la transition tchadienne. Donc, je ne pense pas que les partenaires internationaux et la communauté internationale peuvent reléguer au second rang, effectivement, leurs préoccupations démocratiques du peuple tchadien. La preuve est que l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine et les Nations unies, sont extrêmement préoccupées. Je rentre de Genève où j'ai participé effectivement à la 49e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et j'espère que les gens sont très attentifs à la transition tchadienne. Ils ne peuvent pas quand même dissocier la lutte contre le terrorisme, d'où les forces de défense et de sécurité tchadiennes jouent un rôle important et prépondérant parce que grâce à cette armée tchadienne qui a une certaine stabilité au niveau du Sahel, et je pense que ça va souvent de pair au peuple tchadien qui a mobilisé non seulement des efforts militaires, mais également il faut que la communauté internationale, moi je souhaite que la communauté internationale apporte un appui technique et financier à cette transition tchadienne pour nous aider à sortir. Parce que et vous, Benjamin, sur cette même question, y a-t-il un équilibre à faire entre la nécessité de permettre au Tchad de continuer à jouer ce rôle régional et peut-être la démocratie, les exigences de démocratie? Oui, ce rôle qu'on a conféré au Tchad, ce rôle de vigile, a pollué complètement le processus interne. Parce que si aujourd'hui le fils de Déby a remplacé son père, c'est parce que justement c'est cette ingérence-là qui a permis à ce que nous vivons en ce moment. Donc oui, c'est déjà ça et la crainte va grandissant. Qui a donné ce rôle? Oui, il y a eu, me semble-t-il, les puissances étrangères qui ont besoin des soldats du Tchad pour aller faire un travail. Et ça, les politiciens le disent clairement, ils ne se cachent pas. Le Tchad aussi a besoin est dans une zone assez tendue pour sa propre sécurité, non? Mais voyez-vous l'équilibre entre les moyens, les ressources que les Tchadiens ont mis pour cette aventure et les besoins des Tchadiens, mais c'est disproportionné complètement. Là. Quand on regardez les pays pour lesquels les Tchadiens sont en train de mourir, eux, ils progressent. Pendant que nous faisons le rôle de vigile et de gardien, ces pays-là avancent. Oui, nous avons besoin de la sécurité. J'aurais bien aimé avoir le point de vue de Valérie sur cette question également, mais malheureusement, on arrive à la fin de ce Washington Forum. Merci à mes invités.